Le plan de Trump serait susceptible d'inclure l'envoi de missiles longue portée qui pourraient frapper le territoire russe dans la profondeur. Deux questions. Premièrement, ça vous semble crédible ? Alors, sachant qu'il y a 2 semaines, les Américains nous disaient qu'ils n'avaient plus de stock. Donc, est-ce que c'est crédible ? Et deuxième point, est-ce que ça, en revanche, ce serait un marqueur majeur ? Oui, je vais répondre d'abord à la première question. Ce serait un marqueur majeur et elle serait véritablement là, la volte-face de Donald Trump. Parce que cette administration américaine qui est revenue à la Maison-Blanche en janvier dernier, elle se refuse à donner des armes qu'elle juge offensives à l'Ukraine. C'est ça, il y a une différence lexicale chez les Trumpistes entre donner des armes défensives à l'Ukraine et lui donner des armes offensives, comme si effectivement l'Ukraine ne pouvait se défendre qu'avec des armes défensives et des missiles anti-aériens. Non, donner des missiles de longue portée à l'Ukraine, c'est participer à sa défense. Donner ou vendre des ATACMS à l'Ukraine pour lui permettre de détruire soit les usines de drones ou les sites de lancement de drones et de missiles, c'est participer à la défense de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune annonce claire sur les missiles de longue portée. Il n'y a aucune annonce claire sur ce sujet. Je me permets de vous faire signe parce que le ministre des Affaires étrangères français vient de s'exprimer à l'instant depuis Bruxelles, on vient de m'en informer, et il apporte son soutien. La France apporte son soutien à l'ultimatum fixé par Trump à Vladimir Poutine. Regardez. Dans ce contexte, l'unité et la détermination de la coalition des volontaires que le président de la République, le Premier ministre britannique ont rassemblé la semaine dernière, les décisions du président américain de fixer un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine sous peine de droits de douane dévastateurs et de fournir des systèmes de défense anti-aérien à l'Ukraine, et ce paquet de sanctions massifs que j'espère voir adopter aujourd'hui sont de nature à contraindre Vladimir Poutine à se rendre à l'évidence. Il est allé beaucoup trop loin et il est désormais dans une impasse. Il doit cesser le feu. Allez, on l'a entendu il y a quelques instants, la France soutient l'ultimatum qui a été posé par Donald Trump à Vladimir Poutine, c'est-à-dire si pas d'accord de paix dans 50 jours, eh bien il reverra les droits de douane de plus de 100% pour les alliés de Vladimir Poutine. La France soutient donc, et on en parle avec toujours Galia Ackerman, toujours avec Aline Lebray-Kramer, toujours avec Maxime Lefer et également avec vous, Arthur Koenigsberg. Tiens, Arthur Koenigsberg, la France soutient. L'Europe doit soutenir, pardonnez-moi, l'Europe doit soutenir ? Oui, l'Europe doit soutenir et ne peut pas se mettre dans une autre position que celle défendue par Jean-Noël Barrot ce matin. L'Europe, on va dire, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Il y a quelques semaines, ou il y a même quelques jours, les Européens et les Ukrainiens avaient surtout peur que Donald Trump se lasse de ce dossier et lâche définitivement l'Ukraine. Donc effectivement, ce volte-face oratoire, ce volte-face dans les mots, effectivement, pour les Ukrainiens et pour les Européens, c'est mieux que cette lassitude potentielle et ce lâchage. Mais aujourd'hui, c'est surtout en coulisses ce qui va être intéressant d'observer. Est-ce que ces systèmes patriotes vont véritablement arriver en Ukraine ? Est-ce que les Européens vont véritablement arriver à financer ces systèmes et à les livrer en Ukraine via l'OTAN ? Est-ce que Donald Trump va véritablement aller au bout de son ultimatum des 50 jours, ou allons-nous encore vivre une nouvelle volte-face ? Ensuite, en 30 jours, les négociations ont été initiées parce que les Russes jouent bien ce jeu. Les négociations ont abouti uniquement à l'échange de prisonniers partiels. Et en fait, c'est tout. Et après, ça s'est arrêté parce que les objectifs sont irréconciliables entre les objectifs russes et les objectifs ukrainiens. Et pendant que Trump promet encore 50 jours d'impunité à Poutine, et on ne sait pas si dans 50 jours il se passe quelque chose. Il peut aussi dire 50 jours, ça n'a pas suffi, mais bon, on verra. La Corée du Nord envoie 30 000 soldats sur le sol ukrainien. Nous, on a toujours des discussions. Est-ce que c'est valable qu'on envoie en arrière-front des volontaires des pays de la coalition ou non? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que ça va être perçu comme un élargissement du conflit? Alors que la Russie a déjà envoyé 12 000. Maintenant, ils envoient encore 30 000. Ils jouissent toujours
de l'énorme soutien total de la Corée du Nord qui vit maintenant au crochet des contrats militaires russes, plus la Chine, on sait maintenant qu'elle fournit quand même des composants militaires et bien sûr de l'Iran. Donc tout cela continue entre-temps et encore pour le minimum de 50 jours. Allez-y. Oui, la volte-face oratoire de Trump hier soir, c'est aussi un aveu d'échec. Le premier échec était qu'il avait promis de régler le conflit en 24 heures, 48 heures, 2 semaines, puis 100 jours. Le deuxième aveu d'échec, c'est qu'il faut se rappeler, dans les premiers jours de son retour à la Maison-Blanche, son objectif avec la Russie n'était pas tant d'arrêter le conflit en Ukraine, mais c'était de normaliser ses relations avec les États-Unis et de décrocher la Fédération de Russie de la Chine. Et on sent depuis environ le 9 mai, les images du 9 mai à Moscou, où le président chinois est arrivé avec une stature d'homme très puissant sur la place rouge. On se rend compte, dans l'administration américaine, que décrocher la Fédération de Russie de la Chine est un objectif vain. Donc Donald Trump a pris acte de ses échecs. Maintenant, on le sent quand même dans le brouillard, dans un brouillard stratégique total. Qu'est-ce qu'il veut véritablement sur l'Ukraine? Comment parvenir à un accord de paix avec le Kremlin qui a des objectifs maximalistes? Ce n'est pas que les oblasts, la question de l'Ukraine. Ce n'est pas que les oblasts du Donbass. C'est la démilitarisation de l'Ukraine et surtout la chute d'un gouvernement démocratique, d'un régime démocratique pour mettre un régime à sa botte. Jusqu'où est-il prêt à aller, selon vous, Donald Trump, si Poutine continue? Je pense qu'on est en train de prendre un virage depuis la position initiale qui avait été effectivement symbolisée par la rencontre avec Zelensky dans le bureau ovale. Donc je pense que ça peut aller très loin, ce virage. Ce qu'on ne peut pas exclure, qui serait un peu l'hypothèse optimiste, ce serait que ces 50 jours, au fond, ce serait une sorte de délai pour que Poutine se rende compte qu'il ne va pas pouvoir aller plus loin, puisque malgré tout, il fait du grignotage sur le terrain, mais il n'a pas les moyens vraiment de prendre l'offensive sur le front. C'est plus du grignotage, c'est une guerre d'attrition. Et lui laisser ce temps pour réaliser qu'effectivement, il faut que les choses s'arrêtent. Et dans ce cadre-là, les livraisons de missiles, ça peut effectivement être des fuites ciblées pour faire pression sur la Russie. Est-ce qu'ensuite, il peut aller plus loin? Moi, je pense que le maximum où ira Trump, ce sera de reprendre en fait la politique de Biden, c'est-à-dire une espèce d'escalade limitée où on donne à l'Ukraine les moyens de se défendre, etc., mais sans entrer dans une escalade militaire avec la Russie. Allez-y. Arthur Königsberg, pardon, allez-y. Oui, je rejoins ce dernier point, mais ce qui va être déterminant aussi dans les prochaines semaines, c'est l'attitude du Kremlin et de Poutine. C'est-à-dire que depuis janvier, l'attitude de Poutine et du Kremlin, d'un point de vue de gestion de Trump, est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y avait une chose à faire pour le Kremlin, pour continuer de détacher les États-Unis à la fois de l'Ukraine et de l'Europe, c'était de ne pas l'humilier. Le Kremlin et Poutine ont continué à le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'après la volte-face d'hier, le Kremlin va en prendre acte et donner peut-être des gages à l'administration américaine? Peut-être pas sur le sujet ukrainien. Il y a d'autres sujets qui intéressent les Américains. On peut parler du Moyen-Orient, avec notamment l'Iran. Le Kremlin peut donner des gages à l'administration américaine et une nouvelle volte-face de Donald Trump sur le dossier ukrainien n'est pas à exclure. Aujourd'hui, il faut peut-être arrêter de regarder les déclarations de Trump ou chacune de ses gesticulations et faire les montagnes russes dans notre soulagement ou notre déception. Garder la tête froide, effectivement, la volte-face d'hier n'est pas définitive. L'erreur que ne devait pas faire Vladimir Poutine, ridiculiser le président américain. Alors, il a décidé un certain nombre de choses, d'envoi d'armes, d'envoi de munitions, mais également des sanctions économiques. Il a même donné un délai, 50 jours, avant de frapper plutôt sévèrement la Russie et surtout ses partenaires. Du coup, il y a quelques instants du côté du Kremlin, on a réagi plutôt inquiet. Écoutez le porte-parole de Vladimir Poutine. Les déclarations du président américain sont très graves. Certaines d'entre elles s'adressent personnellement au président Vladimir Poutine. Nous avons certainement besoin de temps pour analyser ce qui est dit à Washington.
Quand le président Poutine le jugera nécessaire, il fera certainement des commentaires à ce sujet. Je ne veux pas prendre de l'avance et attendons une décision. Jusqu'à présent, une chose peut être dite avec certitude. Il semble qu'une telle décision qui est prise à Washington, dans les pays de l'OTAN et directement à Bruxelles, soit perçue par la partie ukrainienne non pas comme un signal de paix, mais comme un signal de poursuite de la guerre. On a connu Dmitri Peskov, général beaucoup plus triomphant. Alors, pas coulé forcément, mais quand même touché. Je vous ai dit à plusieurs reprises, ou j'ai dit à plusieurs reprises sur le plateau depuis 3 jours, que Vladimir Poutine avait fait une erreur stratégique en frappant l'Ukraine tel qu'il l'a fait, notamment après les échanges qu'il a eus avec Donald Trump. Ce que vient de dire Donald Trump, je parle avec Poutine, ça se passe bien, et peu de temps après, il balance ses drones et ses missiles. Bon, il y a un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que ça n'a pas été la première fois, la première réaction, Donald Trump, vu son ego, il ne peut pas l'accepter. Donc ce qu'il dit aujourd'hui me paraît tout à fait cohérent. Et effectivement, maintenant, Vladimir Poutine, enfin plutôt, pour l'instant Peskov, font marche arrière, au moins dans la parole. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait réaliste. Je pense qu'on est dans une logique de gagner des délais. Il y a 50 jours pour gagner la guerre sur le terrain. Et encore, nul ne dit que l'ultimatum de Trump n'ira pas au-delà de 50 jours, parce qu'on a l'habitude quand même. Et que donc, c'est un blanc-seing pour moi donné à Vladimir Poutine pour que dans les 50 jours, il puisse agir, puisqu'il n'y aura pas de livraison d'armes correcte d'ici là. Et que d'autre part, mettre en place des négociations en disant oui, on va y penser, ça fait... Donald Trump va être content. Donc, il va se calmer. Voilà, nous sommes dans une logique aujourd'hui de gagner du temps pendant l'été et le début de l'automne pour achever les opérations militaires, et tout ça au bénéfice de la Russie. Votre réaction alors, Laura nous a rejoint parce que vous allez voir que c'est un peu compliqué. Le montage que veut faire Donald Trump, notamment avec l'OTAN, pour livrer des armes à l'Ukraine. Et on peut comprendre, on retrouvera d'ailleurs nos équipes sur place, le scepticisme ce matin du côté de Kiev. Aline de Bach-Reimer, ce revirement quand même, ce coup de pression, et puis cette réaction russe qu'on a connue un peu plus triomphant ces derniers jours. Oui, enfin, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a une forme de... oui, le mot ce serait aussi revirement, parce qu'il faut voir de où on part. On part d'une séquence qui démarre en février de cette année, où ça a été diffusé sur toutes les chaînes de télévision du monde, où il y a une dispute absolument dantesque entre un président des États-Unis et le président ukrainien. Ensuite, s'en est suivi d'autres séquences où il était question d'arrêt total de livraison d'armes, de lâchage de l'Ukraine, de pression mise sur l'Ukraine, c'est-à-dire l'agressé, et non sur la Russie. Là, quand même, dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est dit et ce qui est en train de se dessiner, avec toutes les incertitudes évidemment possibles qui entourent Washington depuis toujours, enfin là quand même, il y a des choses fortes qui ont été dites, et surtout une pression mise sur la Russie et non plus sur l'Ukraine. Et ça, c'est important. Ses alliés, et puis je rappelle quand même, et pour une semaine, qu'il y a la visite de l'émissaire spécial de Trump pour l'Ukraine, le général Kellogg, qui avait été mis de côté, qui est revenu. Et exactement, qui revient sur le devant de la scène. Absolument. Alors, on va parler quand même concrètement. Il y a dans l'envoi d'armes décidé par le président américain les fameux patriotes, les batteries patriotes, mais il y a des interrogations qui subsistent. Il y a d'autres armes, bien évidemment. Et on va voir ça notamment avec vous, Laura. Mais d'abord, écoutons le président des États-Unis. Il était hier avec le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Je pense que quelques pays qui ont des patriotes vont les envoyer en Ukraine et nous les remplacerons. Mark se chargera de la coordination avec l'OTAN, mais ils vont commencer à arriver très bientôt. Le ministre allemand de la Défense va rencontrer le secrétaire à la Défense. Et nous discuterons aussi, je pense, de toute cette histoire de patriotes. Mais cet accord concerne également les missiles et les munitions, ce qui va au-delà de la question des patriotes. Nous avons un pays qui a 17 patriotes prêts à être expédiés. Nous n'en aurons pas besoin. Nous allons donc trouver un accord pour que les 17 patriotes partent. C'est là où le bas blesse. 17, aucun pays ne dispose de 17 patriotes. Alors on va voir ça avec vous, Laura. Il semblerait que ce soit beaucoup plus compliqué que ce que pense le président américain. En effet, Christophe, ce que l'on sait, c'est que l'Allemagne a fait connaître son intention, il y a quelques jours avant cette annonce, d'acheter des systèmes patriotes pour l'Ukraine. Intention précisée hier par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, que vous voyez ici, reçu par son homologue Pete Hegseth à Washington. On l'écoute.
Il y a quelques semaines, j'ai parlé du sujet avec Pete Hegseth et pendant la discussion, je lui ai proposé que l'Allemagne achète 2 systèmes patriotes aux Américains pour les envoyer directement en Ukraine. Sachant que nous, dans notre situation concernant les patriotes, leur maintenance et leur distribution font que nous ne sommes pas capables de livrer un nouveau système. Mais nous sommes prêts et tous d'accord à dire que l'Ukraine a besoin de plus de ces systèmes. Et cela justifie donc l'achat de 2 de ces systèmes. Ce que l'on comprend aussi à l'entendre, c'est que l'Allemagne n'a pas de système patriote à envoyer directement. D'où ce titre du média Bloomberg, regardez, l'Allemagne cherche 2 batteries de missiles patriotes supplémentaires pour l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidats, Laura, pour l'envoi de ces précieuses armes ? La Norvège pourrait prendre en charge le financement d'un 3e système, d'après les informations données par Volodymyr Zelensky lui-même la semaine dernière. Les autres pays, voyez, ne se bousculent pas. On est donc bien loin du chiffre 17 évoqué par Donald Trump. Il faut dire que les systèmes patriotes, en voici un en photo, sont très réputés et rares. D'après les chiffres de l'Institut international d'études stratégiques de Londres, il y en aurait 186 en service dans le monde, hors États-Unis. L'Europe en posséderait 40, dont 8 se trouvent déjà en Ukraine. L'Allemagne et la Grèce en auraient à eux deux une quinzaine. C'est donc vers ce dernier pays que tous les regards se tournent, j'ai nommé la Grèce. D'après les informations d'Axios, des discussions seraient en cours depuis des mois entre Athènes et Washington pour un éventuel transfert vers l'Ukraine. Enfin, précisons que plusieurs pays du Moyen-Orient possèdent aussi des patriotes. Ce sont eux qui ont été utilisés pour défendre la base américaine d'Al Udeid au Qatar quand elle a été attaquée au mois de juin dernier par l'Iran. Au mois d'avril dernier, l'amiral Samuel Paparo, commandant des forces armées américaines en Indo-Pacifique, avait confirmé qu'un bataillon de patriotes avait été déplacé dans la zone de responsabilité du CENTCOM, c'est-à-dire le commandement américain au Moyen-Orient. Cela fait, selon les spécialistes, 4 à 6 batteries supplémentaires. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Arthur Königsberg, parce qu'il y a quand même quelques problèmes avec ces patriotes. Pour certains pays, c'est capital pour leur sécurité territoriale. Pour d'autres, comme la Grèce notamment, pour la défense de l'OTAN, de notre couverture. C'est le cas de l'Espagne, la Grèce, la Turquie bien évidemment, et les Grecs, on peut les comprendre, ne veulent pas se séparer de ces précieuses batteries. Il est allé un peu vite en besogne, le président américain ? Oui, et c'est toujours toute la différence entre les mots, les déclarations et ce qui se passe réellement sur le terrain. Effectivement, 17 systèmes patriotes qui arriveraient dans les prochaines semaines ou à court terme en Ukraine, aujourd'hui, c'est assez inenvisageable. C'est assez inenvisageable. Même au prix où des pays européens achèteraient directement des systèmes patriotes le temps que les États-Unis les livrent. Pour nos téléspectateurs, on est à 2 milliards, 2 milliards et demi. Entre 1 et 2 milliards et demi. Voilà, pour l'ensemble de la batterie. Effectivement. Donc, pour protéger les villes et certaines infrastructures critiques en Ukraine. Effectivement, c'est un vrai besoin des Ukrainiens. Mais ce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs, c'est que ça ne changera pas le cours de la guerre. On va sauver des vies, on va sauver des infrastructures critiques, mais par exemple contre les drones, les systèmes patriotes n'ont aucune utilité. Un missile patriote coûte 1 million d'euros. On n'envoie pas un missile d'1 million d'euros abattre un drone qui en coûte quelques dizaines de milliers. Et pour descendre un missile, en général, il en faut 2, pas qu'un. Voilà, exactement. Donc, effectivement, c'est une annonce qui fait beaucoup parler parce que c'est beaucoup plus l'attitude de Trump et ses mots. L'attitude, c'est ce que disait Aline, l'attitude est importante. Voilà, il y a cette volte-face qu'on peut souligner, mais dans les faits, effectivement, on attend du concret. On attend vraiment ce qui va se passer sur le terrain et il faut dépasser ce stade d'émotion autour de ces annonces. Se servir également de l'OTAN comme d'une banque, comme un distributeur. Je récupère de l'argent et je vends du matériel. Est-ce que c'est crédible, ça ? C'est crédible que les pays européens aient désormais beaucoup plus à payer pour le soutien à l'Ukraine qu'ils le faisaient jusqu'alors. Et là-dedans, en fait, Trump l'avait déjà annoncé pendant sa campagne, il l'annonce depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, les Américains ne paieront plus pour le soutien militaire à l'Ukraine. Et c'est plus ou moins ce qui est dit hier. J'ai compris que les Européens voulaient à tout prix soutenir l'Ukraine et ne pas lâcher l'Ukraine, qu'ils paient. C'est ça que Trump nous dit. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire ? Est-ce que nous sommes en mesure d'assumer notre propre réarmement
et également d'augmenter notre soutien militaire. Oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire que si on donne ou si on vend, il va falloir qu'on rachète. Exactement. Et c'est là-dessus que compte d'ailleurs Trump. C'est là-dessus que compte Trump, mais que comprend aussi Poutine. Et Poutine le comprend parfaitement. Il sait très bien que lorsque Trump met une pression maximale sur les Européens, alors pas tellement sur la France, mais sur des pays comme l'Allemagne ou sur les pays du flanc oriental de l'Europe, où il les menace à la fois effectivement d'amenuire ou de diminuer son soutien militaire à l'Ukraine, mais aussi de potentiellement retirer des troupes du flanc oriental et de dire maintenant c'est à vous de payer et beaucoup plus pour votre sécurité, qu'il est en train de mettre les Européens dans une contradiction stratégique majeure. Et aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus que nous devons débattre. C'est est-ce que nous devons suivre à la lettre les déclarations de Trump qui changent jour après jour, ou il est en train de nous mettre dans une impasse et nous avons besoin d'une vraie discussion stratégique concrète sur le sujet.